Donc, nous commençons par finir les conditions générales de vente. On avait terminé le droit de rétraction, qui est une chose importante si vous officiez en dehors de votre cabinet ou si vous faites de la vente, entre guillemets, à distance, comme des invitations cadeaux ou des abonnements à distance, c'est-à-dire que matériellement, le client n'est pas chez vous au départ. Il achète à distance. Donc, ça, c'est obligatoire de le prévoir. L'article suivant sur lequel vous devez faire attention, c'est toutes les conditions de réalisation des prestations. Alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez décrire où est-ce que vous faites vos prestations, dans vos locaux professionnels si vous en avez, hors établissement si vous faites du domicile, donc il faut que vous le disiez. Vous devez, et je vous le conseille de le rajouter, dire que vous n'avez qu'une obligation de moyens sur les conseils et les informations que vous donnez. Parce que si vous ne le dites pas, ça veut dire que potentiellement, si vous avez un problème, euh, vous pouvez être attaqué parce que ça peut être une obligation de résultat. Bon, je me positionne toujours dans l'idée du pire, hein, bien évidemment, je m'excuse, hein, mais ça ne mange pas de pain de dire que vous n'avez qu'une obligation de moyens par rapport à la prestation que vous donnez. OK? Euh, Vous pouvez également mettre que vous vous réservez le droit de refuser un accompagnement. Alors, vous allez me dire, mais quelle drôle d'idée. Non, je pense que vous pouvez très bien mettre cette phrase parce que ça vous protège si vous estimez que la personne qui vient vous voir et ce qu'elle vous présente comme problématique n'entre pas dans votre champ de compétences, euh, sur des choses qui sont factuelles, vous pouvez décider de ne pas la prendre. Ça vous évitera d'être qualifié d'un refus de vente. Parce que le refus de vente n'est pas permis normalement en France. Vous n'avez pas le droit de refuser une vente. Tandis que si vous mettez que vous gardez le droit de refuser un accompagnement parce que le cas qui vous est présenté ne semble pas rentrer dans votre champ de compétences à vous, compte tenu de votre formation, compte tenu de votre expérience, vous n'êtes pas attaquable. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de ne pas vouloir faire d'accompagnement. Hein. C'est rare, mais ça arrive, surtout quand vous avez des cas psychotiques des cas de psychose qui arrivent en cabinet, quoi. Si vous n'êtes pas équipé pour traiter ou accompagner ce genre de problématique, vous pouvez l'être, hein. Mais si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez décider de ne pas suivre, mais ce n'est pas un refus de vente. C'est parce que vous n'avez pas été formé à. Ça va? Euh, Choc, choc, choc. Bon, c'est à peu près tout. En fait, l'objet de cet article, c'est surtout d'écrire où est-ce que vous faites vos prestations. Évidemment, euh, vous pouvez aussi dire que vous pouvez encore rappeler là que vous pouvez, euh, avec accord du client, consulter les professions médicales qui s'occupent du patient client. Vous pouvez le mettre dedans, hein, si vous en avez envie. Ce qui m'arrive aussi hein, de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on vous répond, mais en tout cas, vous pouvez toujours écrire à un médecin à vos souhaits, à un médecin traitant d'un patient client. Bon, oui, Bonjour. Euh, Moi, ça m'arrive de refuser des séances parce que tout simplement, mon planning est blindé. Est-ce que, oui. est-ce qu'il faut mettre une mention pour dire qu'on peut... Non, là, c'est pas un refus de vente, c'est-à-dire, je peux pas vous prendre parce que mon planning est plein. C'est factuel, c'est pas un refus de vente. Bon D'accord. après,
Après, il faut pas que ça soit une raison déguisée. Voilà. Si la personne, tu lui dis c'est plein, et qu'elle te demande un rendez-vous dans 6 mois et que tu lui dis c'est déjà plein, c'est autre chose, quoi. C'est une manière déguisée de ne pas vouloir prendre quelqu'un. Mais je pense pas que c'est ça En dont tu fait, moi, parles. il y a des moments où j'ai refusé de prendre des nouvelles personnes parce que j'ai beaucoup de gens qui reviennent tous les mois et que D'accord. du coup, comme mon planning était plein, je savais que le mois suivant, ça allait être pareil et je voulais pas engendrer, en fait, des Ok. décalages. À partir du moment où c'est prouvable avec ton agenda, ça ne pose pas de problème. D'accord, ok. C'est Merci. toujours la même chose. Bon, après, il faut vraiment trouver. Enfin, c'est toujours la même chose. Ce que je fais, c'est pour éviter de tomber sur le patient client à problème, hein. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est en tout cas arrivé 1 ou 2 fois dans ma petite carrière d'avoir quelqu'un qui est vraiment uniquement là pour vous emmerder jusqu'à la fin de la fin de la fin, quoi. Ça arrive, hein, c'est une problématique mentale et puis c'est vraiment pour se dépatouiller avec ça, c'est compliqué, quoi. Donc ça sert à ça, hein, tous ces articles-là. Mm. Bon, je ne vous le souhaite pas, hein. Mm. Mais ça arrive. L'article suivant concerne les réservations et les annulations. Donc, il faut que vous décriviez comment on prend rendez-vous chez vous. Alors, est-ce que c'est uniquement par téléphone? Est-ce que c'est aussi par mail? Est-ce que c'est aussi par formulaire de contact sur un site internet? Ou est-ce que la personne peut prendre rendez-vous en direct sur un agenda partagé, comme le font un certain nombre de prestataires, ou votre site internet? Donc, vous devez décrire les manières dont euh, les personnes peuvent prendre rendez-vous et ça aura une incidence sur votre politique RGPD, hein. Donc, on en parlera pour le RGPD, bien sûr, parce que ben, les gens, s'ils remplissent un formulaire de contact ou s'ils remplissent un agenda, eh ben, ils partagent avec vous des données personnelles. Et à partir de là, on rentre dans le merveilleux monde de la directive européenne de 2018 euh, qui s'applique à tous les prestataires. Donc, vous décrivez comment on prend rendez-vous chez vous. Ensuite, je vous conseille de d'écrire aussi les modalités d'annulation d'un rendez-vous. Est-ce que c'est au plus tard 24 heures? Est-ce que c'est 48 heures? Et comment est-ce que les gens doivent vous prévenir pour annuler un rendez-vous? Ça, il faut le mettre. Attention, sous réserve de l'application des dispositifs relatifs aux droits de rétraction pour les contrats conclus à distance et hors établissement. Vous vous rappelez que quand on a vu les possibilités de rétraction, il y avait une idée de 14 jours, hein. Donc, quand je parle d'annulation, c'est hors contrat conclu à distance et hors établissement. Hmm. Donc, à partir de là, hors ces contrats-là, c'est vous qui décidez si c'est 24 heures ou 48 heures, hein. Alors, on sait tous, vous comme moi, que ces genres d'article est fait pour faire peur aux patients clients, mais qu'en règle générale, si quelqu'un vient pas, c'est très difficile de le faire payer pour un rendez-vous pour lequel il ne vient pas s'il n'a pas un abonnement. C'est toujours un peu compliqué. Mm. Je croyais que c'était légalement pas possible d'exiger une somme alors que la prestation n'est pas réalisée in fine. Ah bah si, c'est pour ça que maintenant tous les spas font un enregistrement de carte bleue en amont et puis quand le client vient pas, ben il débite, hein. Mais euh, il faut apporter la preuve que le client n'est pas venu, qu'il n'est pas prévenu. Mmh. Tu peux pas, voilà. Mais Mais donc ça veut dans donc les dire que si jamais j'ai fait une empreinte de carte bleue et puis que je viens pas à ma séance de shiatsu, je peux pas demander un remboursement?
quand bien même la prestation n'a pas été réalisée. Légalement, hein, je parle. Disons que ça devient discutable. Et puis après, on sait très bien, toi comme moi, qu'au final, on n'a pas 50 000 clients et que bon, ben, alors, pour les premiers rendez-vous, qui sont les lapins les plus courants, hein, pour les premiers rendez-vous, ben, moi, je fais confirmer, bon, moi, j'ai un secrétariat, je ne prends pas en direct, mais je fais confirmer 24 heures à l'avance, 48 heures à l'avance. Euh, Si j'ai personne, ben j'appelle moi 24 heures à l'avance. Puis si j'ai pas de réponse dans les 3 heures, j'annule le rendez-vous. Et je le dis dans le message. Donc ça va plus vite comme ça. Je fais d'office. J'attends une réponse dans les 3 heures et si j'ai pas votre réponse, j'annule le rendez-vous. Alors Voilà. pour bien comprendre, c'est pas toi qui confirme 24 heures ou 48 heures le rendez-vous initialement pris, tu demandes au client de confirmer sa venue. C'est bien ça, hein? Pour les premiers rendez-vous, D'accord. je demande parce que les gens prennent rendez-vous à mon numéro de secrétariat. Je demande aux opérateurs de mon prestataire de dire aux patients clients qu'il faut qu'ils confirment par téléphone leur rendez-vous au moins, je sais plus ce que j'ai mis, 48 heures ou 24 heures avant. Et puis donc les gens appellent, l'opérateur du secrétariat me met une note, me met rendez-vous confirmé le. Donc ça veut dire que la personne est. Donc moi, quand j'arrive sur mon agenda, bah, si j'ai pas cette note, je sais que ça n'a pas été confirmé, ce qui peut être un oubli, bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis 48 heures. Donc moi, j'appelle, je laisse un message et je dis, ben voilà, je pense que vous avez oublié de confirmer votre rendez-vous. Est-ce que vous me confirmez ce rendez-vous? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez me laisser un message avant telle heure, tel jour? Si avant telle heure, tel jour, j'ai pas de réponse, je zappe le rendez-vous. Et si la personne vient, bah, je lui dis, bah, je suis désolé. Bah, on vous a demandé de rappeler. Je vous ai laissé un message. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous programmer un autre rendez-vous. Mais je te rassure, la plupart du temps, à 99,9%, quand je rappelle et qu'il n'y a pas de rappel, c'est un lapin. Mmh. Donc, je le sais à l'avance. Donc, je redispose de mon temps. Après, les gens qui sont déjà venus une première fois, je leur fais pas reconfirmer. Maintenant, euh, j'ai une tolérance des lapins qui est réduite, c'est-à-dire si c'est 2 fois de suite, bah non, c'est plus possible, donc c'est out. Donc je leur dis, hein, bah là, je pas continuer comme ça. Et puis si c'est des abonnements, c'est un peu plus large, c'est-à-dire que si c'est 2 ou 3 fois où ils viennent pas sans me prévenir, ben je débite les abonnements. Ce qui est exactement la même chose que débiter une carte bleue, hein. Mais je leur dis. Mmh. OK. Mais théoriquement, tout ça, ça devrait être dit dans les conditions générales de vente. C'est-à-dire que euh, je vous montre ce que moi je fais. Où est-ce que c'est partager l'écran ici? Toc, toc. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... Oh, ça m'agace. Parce que j'ai fait les petits trucs avec les cases à cocher, donc je voulais vous le montrer. Donc, c'est pas ça que je cherche, c'est ça que je cherche. Je m'excuse de ce temps. Ah voilà, ça. Donc, euh, donc ça, c'est le formulaire de contact chez moi, d'accord? Peu importe, c'est pas pour ça que je vous le montre. Mais donc, vous avez le formulaire de contact, et puis en dessous, ben, j'ai ça, d'accord? Mmh. Donc, les gens ne peuvent pas prendre contact sans accepter les conditions générales de vente. Et dans les conditions générales de vente, il y a marqué ce que je viens de vous dire. Et je vais même un peu plus loin dans mon histoire.
J'arrête ce partage. Dans les conditions générales de vente, que vous avez maintenant sous les yeux, je crois, je recommence. Si les gens vont aux conditions générales de vente, eh ben, ils ont encore un mail d'acceptation des conditions générales de vente. Vous me direz, oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais qui peut le plus, peut le moins. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas une acceptation express. Hmm. Donc, dans ces conditions générales de vente, je sors du truc, ben, vous avez vos conditions d'annulation. Hein. Donc, la personne ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Hmm. Euh, et c'est pour ça que vous pouvez rajouter, en cas d'annulation après ce délai, donc délai que vous fixez, le client est informé que les sommes réglées d'avance ne seront pas remboursées si elles sont réglées d'avance. Ça, c'est pour les abonnements. Euh, il faut aussi prévoir dans les réservations et les annulations, vous commencez un travail avec quelqu'un. Ce quelqu'un vous prend, vous pouvez l'appeler abonnement ou série de 5 ou 10. OK? Au milieu de ce travail, vous vous rendez compte que ben, ça va pas. Ça va pas pour raison X et Y. Euh, la personne se plaint, elle met en doute constamment ce que vous faites, ce que vous dites, donc vous pouvez décider d'arrêter. C'est tout à fait possible. Vous avez le droit d'arrêter une série. Par contre, il faut que vous prévoyiez que vous remboursiez ben, au prorata les séances qui n'ont pas été faites. Il faut que ça soit aussi dans vos conditions générales de vente. Hein. Le prestataire se réserve par ailleurs le droit d'annuler, de suspendre ou d'interrompre des prestations de service s'il constate qu'après la signature du contrat, les dites prestations sont manifestement incompatibles ou inadaptées à la situation personnelle du client. Dans ce cas, le prestataire s'engage à rembourser le client des sommes versées au prorata des prestations déjà réalisées. Bon, je sais, c'est rare, hein, mais moi, en 25 ans, ça m'est déjà arrivé. Aussi, vous allez me dire, moi, c'est un gars à problème. Il y a que des problèmes. Il y a des psychotiques qui viennent et puis il arrête au milieu d'une séance, d'une série de séances. Bon. Mais bon, c'est la loi de la statistique. Hein. Et en plus, tu fais signer aucun contrat de vente avant, si? Bah, un contrat en France n'est pas obligatoirement, n'a pas besoin d'une signature. Quand tu vas acheter ta baguette de pain à la boulangerie, c'est un contrat, tu ne signes rien. Le contrat est validé par le fait que tu payes la baguette et que tu sortes avec. Donc ça s'appelle un contrat. Donc il y a des contrats qui sont obligatoirement écrits. Par exemple, un CDD et nécessite un contrat écrit, mais dans le concept, un CDI ne nécessite pas forcément un contrat écrit. Bien évidemment, il vaut mieux. Mais c'est pour te dire que le contrat se matérialise par l'échange d'un service avec une rémunération. Donc, quand on dit signe après signature du contrat, ça veut dire que la personne est venue, qu'elle a acheté un abonnement et que ben, la prestation débute, si tu veux. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bon. Donc, il faut un peu prévoir ça. Je sais bien, c'est horriblement chiant à prévoir et qu'il faut toujours se mettre dans un truc où jamais de la vie vous pensez que ça va arriver, mais ben, ça risque toujours d'arriver. Donc, c'est ça le principe des conditions générales de vente, c'est de vous protéger, vous, hein. Le client aussi, mais vous surtout. Hein. C'est ça qui nous intéresse. L'article suivant, c'est prix et règlement. Alors, la tarification. Donc, je vous rappelle que vos tarifs doivent être affichés à la fois sur votre site Internet et à la fois dans votre cabinet. Et pour Benoît, pas écrit en tout petit, hein,
en police lisible, euh, que par principe, ils sont exprimés hors taxes et frais. Ça, c'est pour ceux qui relèvent du régime de la TVA, par exemple, ce qui n'est pas forcément votre cas, mais par exemple, si vous êtes adossé à une société commerciale, votre tarif doit être affiché hors taxe plus TVA, enfin ça doit apparaître. Euh, je vous invite à mettre que vos prestations ne sont aucunement remboursées par la sécurité sociale, mais c'est là que vous pouvez inclure le fait qu'il existe des mutuelles qui, elles, prennent en charge quelques séances ou tout en partie. Là, vous pouvez le faire. Puis ensuite, vous devez mettre dans vos conditions générales de vente vos moyens de paiement. Alors, c'est-à-dire les espèces, bien évidemment, les chèques bancaires, si vous les acceptez, les virements, voilà, si par exemple vous vendez des bons cadeaux et que vous transmettez votre RIB, par carte bancaire, si vous avez une carte bancaire. Je vous propose également de rappeler que tout forfait souscrit et entamé n'est pas remboursable, sauf si l'un, vous décidez d'arrêter, etc. Mais euh, souvent, les patients clients, ça arrive, ben, ils prennent un forfait de 5 ou 10 séances, et puis il reste une ou deux séances, et puis ils disent, ben moi, je vais déménager, donc j'ai plus utilisé ce qui reste de séances, est-ce que vous pouvez me les rembourser? Ben non. Alors après, c'est à vous de décider si ben, les deux séances qui restent peuvent être utilisées par quelqu'un qui est délégué par le client, ça c'est autre chose. Mais ne vous lancez pas par rembourser le prorata de ce type de cas. Enfin, je vous déconseille, hein. Si vous prenez un abonnement à l'Opéra Garnier pour aller voir des ballets ou de l'opéra, si vous déménagez de Paris, l'Opéra Garnier va pas vous rembourser les deux spectacles que vous n'avez pas pu ou que vous ne pouvez pas aller voir. Hmm. Hmm. Bon. Enfin, le plus important dans cet article, sachez que une facture acquittée est obligatoire. Obligatoire. C'est que vous êtes censé délivrer une facture acquittée à votre patient client. Oui, alors après, ce que vous faites pas, ça vous regarde, mais vous ne pouvez pas écrire que la facture est délivrée sur demande. C'est impossible. C'est complètement illégal. C'est-à-dire, si le patient veut pas la facture, c'est son problème, mais vous devez théoriquement générer une facture. C'est absolument obligatoire. Tout ce qui est euh, au-delà de 20 euros nécessite une facture. C'est la base du droit commercial. Donc, en tout cas, je vous déconseille de mettre, je le vois souvent, hein, qu'une facture peut vous être délivrée sur demande. Non. Alors là, c'est encore pire. Donc, alors, moi, effectivement, je mets une facture acquittée et toujours délivrée à l'issue de la séance. Point. Et je la génère. Je sais, c'est horriblement chiant, mais c'est comme ça. Je la génère, et puis certains patients la veulent, puis d'autres, ben, si j'ai un contrôle, j'ai les factures. Quand tu dis générer, elle est enregistrée sur ton ordinateur ou elle existe physiquement en papier? Alors moi, j'ai la chance, comme j'ai un secrétariat avec une plateforme, je, j'ai fait le masque de ma facture, et puis à chaque séance, eh ben, j'appuie sur un bouton et puis ça me génère ma facture, donc que je peux enregistrer Ou imprimée? ou imprimer. Mais elle Mais elle n'est existe. pas obligatoirement imprimée. Parce que moi, je les génère, mais je les imprime pas en fait, Ah ouais, parce non, que mais c'est personne bon, ne... il n'y a pas de Mm. souci. Ouais, Le problème, c'est que tu sois d'accord. capable, si on te le demande, de les Oui. imprimer. Voilà, c'est Mm. tout. Mm.
Et c'est ça. Alors la problématique, c'est quand tu reçois beaucoup de clients, ben, c'est un peu emmerdant parce que ben, effectivement, ça prend du temps et puis il faut pas se tromper dans les numéros de facture. Donc c'est bien d'avoir un masque et puis ensuite de les enregistrer au fur et à mesure. Mm. Mais faites-le parce que ça c'est contrôlé par contre. Hein. Ça peut être contrôlé par le fisc, ça peut être contrôlé par le ministère du Travail, par la DIECT. Il faut que vous ayez Il, des factures. il faut obligatoirement que ce soit marqué acquitté, ou est-ce que ça peut être une facture avec en votre aimable règlement et Acquitté par chèque, acquitté en espèces, acquitté en ah oui, il faut virement. Normalement, marquer. il faut que ça Ah soit oui, marqué. aïe, aïe, Ça, aïe. c'est un autre chapitre qu'on peut faire une fois. C'est quelles sont les mentions obligatoires sur une facture. Mais normalement, il faut, je suis désolé, c'est une porte qui ouvre une porte qui ouvre une porte, mais normalement, il Ouais. faut que vous mettiez acquitté le par chèque numéro ou acquitté par virement du telle date ou payé, acquitté en espèces. Voilà. Après, ce que vous faites avec les espèces et les factures, ça vous regarde. Hein, mais sachez que le fisc n'est pas complètement débile et qu'ils savent très bien par profession que telle profession, il y a une tolérance d'écartement du cash, mais il ne faut pas passer au-dessus de cette tolérance. C'est-à-dire, ben, le fisc sait très bien que dans un café, en moyenne, on écarte tant de, en moyenne, on écarte tant d'espèces. On sait très bien, le fisc le sait. Par contre, il ne faut pas que ça devienne prédominant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que théoriquement, vous êtes obligé de faire des factures, même pour l'espèce. Après, si vous décidez euh, de ne pas déclarer cette somme, ne faites pas de facture, quoi, parce que sinon, là, vous prenez un marteau puis vous vous tapez sur le pied, quoi. Mais c'est votre décision à vous. Faut avoir une concordance entre ce qu'on déclare à l'URSSAF et ce qu'on fait en facture. C'est ça, il faut que ça soit concordant. Et puis, tout le monde sait que il y a un peu d'espèces qui est écartées à droite et à gauche, même le fisc le sait. Mais ça doit rester dans des proportions qui sont acceptables. Mm. Et puis, ce qui est déclaré à l'URSSAF, ben, c'est autant de sommes sur lesquelles les charges sociales ne sont pas adossées. Donc, le contrôle, il peut venir aussi de l'URSSAF. Hein. Donc, bon, il y a plein de contrôles d'URSSAF pour tout ce qui est commerce de bouche, café, restaurant. Ça arrive tout le temps. Hein. Mais bon. N'allez pas dire que je suis en train de vous dire qu'il faut que que vous fassiez du black. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, vous faites comme vous voulez, mais soyez cohérents. Hein. Ne faites pas de facture pour des choses que vous écartez. Et puis voilà quoi. Faut pas. Moi, j'ai eu une expérience hein, comme ça aussi. Encore le gars, il a eu 50 000 expériences. J'ai des années, hein, j'ai un gars qui est venu euh, de premier rendez-vous. J'ai donné la séance et puis à la fin, il m'a dit vous voulez que je vous règle en espèces ou par chèque? Et puis j'ai dit bah, par chèque, ça m'arrangerait. Il me dit ah, ça me fait plaisir, je suis contrôleur des impôts. Et là, je me suis dit oula, Bien répondu. bien répondu ce jour-là. Hein. En général, je dis que c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Je ne, par contre, ça faut éviter de dire je préfère le cash quoi. Parce que là, si vous tombez sur ce que je viens de vous dire, bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, juste pour répondre ta question, Delia, par rapport à quitter, moi j'ai fait différemment, c'est-à-dire que comme je génère mes factures avant que la personne vienne, surtout quand je vais à domicile ou des choses comme ça, Mmh. je mets au niveau des moyens de paiement, enfin moi c'est généré par Excel, j'ai un fichier Excel qui me génère du coup les factures, j'ai juste à rentrer le nom, la date, le nom de la personne, la date, et puis si je fais domicile ou si je suis à mon centre ou si je suis chez moi, etc. Et donc je génère la facture avant. Et donc je ne sais pas à l'avance comment la personne va me payer. Donc moi j'ai juste une case qui dit paiement, chèque ou espèce, puisque c'est les deux paiements que j'accepte en général. Et après, du coup, j'imprime ma facture parce que du coup, j'ai un fichier de, enfin, j'ai un,
j'ai imprimé toutes mes factures les unes derrière les autres et j'ai un tampon et je mets un coup de tampon acquitté Oui. et le moyen de paiement et le numéro Mm. du chèque si c'est par chèque, voilà. Et du coup, si je suis contrôlée, bah, il suffit, je peux à la fois sortir mes factures que j'ai enregistrées sur mon ordinateur, mais qui sont pas du coup marquées acquittées, et les copies papier où là j'ai l'acquittement, quel moyen de paiement a été choisi et, le numéro de chèque s'il y a lieu ou des choses comme ça. Tout à fait. Et par expérience, les petits facturiers qu'on achète, avec le modèle, auto-entrepreneur, pour vous, par rapport à une facture, «informatisée» entre guillemets, avantages, inconvénients? Ben, l'avantage, inconvénient, c'est que si c'est une facture, il y a des mentions légales obligatoires et que je ne sais pas si sur ton facturier, toutes les mentions légales obligatoires sont présentes. Donc, attends, je vais trouver une facture. Moi, j'ai fait les deux, Oui. le temps que tu cherches, je me permets. Vas-y, vas-y, vas-y. Et le facturier papier, en fait, nécessite de réécrire tout le temps le nom, l'adresse, la date. Moi, j'ai fait pareil que Laurence, hein. J'ai un système Excel avec un numéro client à chaque client et je rentre son numéro et tout se met automatiquement. Euh, et toutes les mentions légales sont dessus. Mais c'est vrai que j'imprime jamais parce que Mais est-ce gabegie Ouais. de papier, quoi. Délia, est-ce que tu génères cette facture Excel au moment où le client s'en va? Ben, je la génère entre deux rendez-vous ou le soir ou dans les 48 heures en général, tu Ouais, vois. donc ça veut dire Là, que si tu le fais dans les papier, ils 48 veulent. heures, oui, ça veut dire que Mm. si jamais tu génères ce fichier dans les 48 heures, ça veut dire qu'il est daté post-soin. Donc quelque part, tu autoprouves que tu donnes pas à chaque soin la facture. Je peux l'avoir modifié après, tu vois. Hmm. Ouais, Il enfin bon, faudrait qu'ils aillent vérifier la date de création de la facture, mais moi, je demande aux gens s'ils veulent une facture. 99% me disent non ou me disent vous me l'envoyez par mail, tu vois. Donc, je la génère jamais en Oui, papier. Au et mieux, puis je l'envoie par c'est mail. Et puis c'est différent, Benoît, parce que tu as, même quand enfin moi, ça m'arrive quand je suis un peu short, je vais imprimer mes factures, mais par contre, je vais les enregistrer que le soir en PDF mmh. parce que j'ai pas eu le temps dans la journée pour une raison X ou Y, et c'est tout à fait compréhensible. Il faut que tu le fasses rapidement derrière la séance, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu le fasses à la fin du mois en décidant celle-là, je l'enregistre. Regarde, Je fais pas. si tu fais venir un plombier honnête, ce qui n'existe pas, hein, ou quasiment pas, si tu veux venir un plombier, fait la réparation, ça arrive, il t'envoie la facture un mois après, hein. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait la date de la prestation qui peut être différente de la date de la facturation. C'est pas vraiment un problème. Donc, voilà, là, je vous montre une facture où il y a toutes les mentions légales. Euh, rien à faire, on s'en fiche de. Il faut qu'il y ait l'adresse. Le courriel, si dans vos conditions générales de vente, c'est une information que vous donnez pour être contacté. Les sites internet, votre numéro de SIRET, votre code APE, si vous êtes un organisme de formation, votre numéro d'organisme formateur. Ensuite, il faut que, là, c'est madame, monsieur, vous, vous puissiez mettre nom et adresse de la personne, le numéro de la facture, la date, la désignation, le type de paiement, le montant, le lieu de la prestation, le renseignement concernant la personne, je le remplis jamais, mais bon. Certifié sincère et acquitté, ça remplace le tampon dont parlait tout à l'heure Laurence. La date de la signature. Donc vous voyez là, la date et la signature n'est pas la même que la date de la prestation. C'est pas un problème. L'important, c'est qu'il y ait la date de la prestation. Et puis ensuite, tout en bas, tous les montants sont exprimés en euros TVA non applicables, article 293B du CGI si vous êtes en auto-entrepreneur ou en micro-entreprise. Il faut que vous mettiez votre assurance professionnelle et que vous commenciez à vous mettre dans le RGDP, en RGPD,
Conformément à la loi, nanana, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression des données qui vous concernent. Bon, là, je devrais changer, je vais le faire d'ailleurs. Là, c'est plus la loi du 6 janvier 78, hein, c'est la loi européenne de 2018 qui s'applique, mais la mention est la même. Donc, bon, le RIP, c'est pour les gens qui veulent payer par virement, peu importe. Euh, Renseignements concernant la personne, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ou ça peut être une personne physique. Voilà. Ça va, ça, à peu près? Ok. Moi, j'ai rajouté la société de médiation Oui, tu as professionnelle. raison, tu peux. On peut rajouter qui veut le plus, peut le moins. C'est toujours pareil. Et puis là, faut rajouter, si tu rajoutes la société de médiation, il faut que tu rajoutes la nouvelle mention européenne, tant qu'à faire. OK. L'article suivant, il faut que vous parliez de la durée de votre prestation. Parce que votre prestation, elle peut durer 1 heure, hein, mais si elle a une exécution successive, par exemple, si c'est un abonnement de X séances, il faut que vous le prévoyez. C'est-à-dire que vous vendez vous proposez des prestations qui ne sont plus de 1 heure, mais qui sont de X fois 1 heure. Il faut que ça soit prévu. Le présent contrat entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée correspondant à la durée des prestations, entre parenthèses 1 heure par exemple. Selon les cas, il peut prendre la forme soit d'un contrat à exécution immédiate, réalisation dans un seul rendez-vous, ou à exécution successive. Voilà, faut en parler. Article 9, confidentialité. Alors là, c'est juste, ça amène au RGPD, hein. Donc, les parties reconnaissent le caractère confidentiel de toutes les informations et données échangées entre elles pour l'exécution du contrat et s'engagent à les conserver confidentielles. Toutes les informations confidentielles communiquées par le client au prestataire ne seront utilisées que pour les besoins du contrat. La présente clause demeure applicable pendant une durée de X années. C'est à vous on en parlera quand on fera RGPD, c'est vous qui déciderez de ce temps. Mais là, vous pouvez rajouter que la confidentialité respectera la loi dont on va parler tout à l'heure, européenne de 2018, sur, eh bien, comment ça s'appelle exactement? Le règlement RGPD, c'est le règlement RG général. On y reviendra, bref, tout à l'heure. Chaque fois, j'ai du mal à me rappeler exactement ce que ça veut dire. Règlement Donc, général de la protection des données. Ouais, merci. voilà. Au moins qu'il y a un cerveau ici, c'est bien. OK, bon, ça, on va parler tout à l'heure, mais en fait, dans l'article 9, il va falloir que vous mettiez que vous... Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'article 9 parce que atteindre tout ce qui est demandé dans le RGPD à notre niveau n'est pas forcément facile. Par contre, il faut plutôt montrer que vous essayez régulièrement de vous rapprocher de ce qui est demandé dans la loi. En gros, c'est ça qu'il faut dire. Bon. Responsabilité. Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le prestataire est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. Toutefois, il peut s'exonérer de toute ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve de l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat
quand elle est imputable au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit un cas de force majeure. Exemple, vous prenez un contrat, enfin une séance à distance avec un patient client, vous arrivez chez lui et il n'y a aucune place pour lui donner votre shiatsu, il n'y a pas la place. Et on vous l'a pas dit. Ben, vous pouvez pas exécuter votre prestation. Mais on peut pas vous le, enfin, cet article dit que on peut pas vous le reprocher. C'est-à-dire que, ben, on vous a fait peut-être penser qu'il y avait la place, ou la personne pensait qu'il y aurait la place, mais il n'y a pas la place. Ou alors vous arrivez et, euh, eh bien, sont présents toute la famille dans un 20 mètres carrés et vous ne pouvez pas donner la prestation. Donc, il y a des tiers qui empêchent, consciemment ou inconsciemment, que la prestation se déroule. Donc ça, vous êtes obligé de le prévoir parce que vous ne pouvez pas le savoir. Quand les gens viennent chez vous, c'est pas pareil. Chez vous, vous savez que la prestation peut se faire. Donc, dans cet article de responsabilité, cette disposition est faite pour vous exonérer d'une prestation à distance que vous avez vendue à distance, que vous ne pouvez pas honorer parce que vous ne pouvez pas savoir. Donc, faut le prévoir. Hmm. Parce que quand tu fais un domicile, tu factures avant l'intervention? Non, mais le contrat est déjà passé puisque tu as accepté de te déplacer, donc tu y arrives. Et là, tu vois que tu ne peux pas donner la prestation. Et la personne, elle te dit, ben moi, je suis désolé, j'ai bloqué mon heure, vous avez accepté de venir, moi, je veux que la prestation soit réalisée. Et toi, tu dis, ben non, c'est pas possible, il n'y a pas la place. Donc, il faut bien que tu prévoies que tu sois exonéré de ça, Ouais. tu vois. Et même si tu n'as pas touché, tu serais même tu pourrais même dire que tu voudrais être rémunéré des frais de déplacement, par exemple, du temps que tu as passé pour venir. J'exagère, hein. Mais moi, je le fais pas, mais y a des gens qui se gênent pas, hein. Oui, Euh, c'est pas non plus aberrant non plus. oui, c'est pas aberrant non plus, mais bon, après, la personne peut dire, oui, mais vous m'avez pas demandé. Tu vois, enfin, Oui, bien sûr. ça peut dégénérer cette histoire, mais faut juste essayer de le prévoir. Ok, Hein. faut c'est les règles du jeu dès le début. Hmm. Voilà. Euh, aussi voilà. Aussi, la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée en cas de mauvaise information donnée par le client ou d'absence d'information. Voilà. Enfin, c'est pour te sortir de guêpier qui risque pas de t'arriver, mais quand ça t'arrive, t'es bien emmerdé, quoi. Voilà. C'est la mauvaise foi, c'est ça. L'article suivant, c'est sur votre assurance. Donc, vous devez donner toutes les références de là où vous êtes assuré. Je vous rappelle néanmoins que il est bien que vous soyez assuré, mais je vous rappelle que l'assurance n'est pas obligatoire. Responsabilité civile professionnelle, je devrais pas dire ça, hein, mais la responsabilité. Alors, le problème s'est posé, moi qui fais passer des dossiers RNCP en sophro, hein, où on demande dans les dossiers RNCP de montrer les attestations d'assurance ou en tout cas les devis d'assurance. Et un jour, on est tombé sur un étudiant en sophro qui est également légiste, donc en fait qui est spécialiste du droit et qui a dit bah je suis désolé, l'assurance responsabilité civile professionnelle n'est exigible que par les professions protégées par l'État, c'est-à-dire celles qui entraînent un diplôme de kiné, un diplôme de médecin, un diplôme d'infirmière. C'est-à-dire que là, la loi indique que l'assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Dans toutes les autres professions qui ne sont pas protégées par l'État, cette assurance n'est pas obligatoire. Donc, bien évidemment, on préfère être assuré parce que euh, l'assurance n'est pas obligatoire, mais si vous arrive quelque chose et que vous n'avez pas d'assurance,
vous allez casquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en termes de droit, vous n'êtes pas obligé d'être assuré. Voilà. Ok. Est-ce que je peux rebondir sur, Rebondis. les éléments qui doivent être indiqués sur les factures? Moi, j'ai Oui, un facturier papier micro-entrepreneur et il est marqué que la référence à la RC Pro est indiquée, mais on nous demande de l'indiquer uniquement pour les cas où elle est obligatoire. Et justement, dans notre cas, même si je suis assurée, ouais. c'est pas obligatoire. Donc, pour moi, Non, j'en ai conclu, je ne suis pas obligée de le mentionner sur la facture, absolument. même si je suis Je te assurée. l'accorde, je te D'accord. l'accorde. OK. Sur le principe, l'assurance n'est pas obligatoire, on ne peut pas te la demander. Ouais, Après que voilà. toi, tu prennes une assurance parce que Oui, tu évidemment. t'assures pour des dommages qui pourraient coûter cher, Tout à fait. c'est une autre chose. Mais voilà, tu n'es pas Donc, obligé. oui. Et donc, je ne suis pas obligée de le mentionner sur la facture. Non. D'accord. OK. Et comme pour le médiateur d'ailleurs. Et comme quoi, Pour le médiateur. le médiateur est obligatoire. Ouais, je Ah, c'est crois que c'est obligatoire. ouais, c'est Ah oui. obligatoire, je crois, oui. Le Et médiateur ça, est obligatoire pour toutes les relations entre un professionnel et le grand public. C'est obligatoire. Par contre, pour l'assurance, non, parce que dans le principe, l'assurance n'est pas obligatoire. Elle le serait si tu étais kiné. Hmm. Là, oui. Absolument. Tu as bien rebondi, si je puis dire. Une image. Ensuite, vous devez, euh, dans l'article suivant, parler des cas de force majeure. Bon. Ça, c'est le truc classique hein, dans tous les contrats de prestation. Hein. Chacune des parties ne pourra être tenue pour responsable de tout retard ou manquement dû à la survenance d'un cas de force majeure habituellement reconnu par la jurisprudence des cours et tribunaux français. En cas de persistance des effets consécutifs à l'événement constituant un cas de force majeure pendant plus de 15 jours, les parties conviennent que le présent contrat pourra être résilié de plein droit sur l'initiative de la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que cela ne porte atteinte aux conditions de paiement des prestations accomplies. Donc en fait, il faut que vous remboursiez les prestations qui n'ont pas été accomplies. Par exemple, si c'est des bons cadeaux ou si ce sont des abonnements qui ne peuvent pas être poursuivis suite à une cause majeure. Imaginez que votre cabinet brûle. Moi, ça m'est arrivé. Mon premier cabinet a brûlé. J'étais content le matin d'arriver, de voir tout brûler. Bon, c'est un cas de force majeure, donc j'ai pas pu tout de suite recevoir les gens qui m'avaient pris un abonnement. Donc, je leur ai proposé le remboursement pour ceux qui voulaient. Voilà. L'article suivant, c'est encore les données personnelles. Bon, on va en parler. Et puis enfin, vous devez finir par, comme d'habitude, le droit applicable et les juridictions compétentes. Donc ça, c'est classique. Hein. Par contre, là, vous pouvez rajouter le médiateur, parce que le médiateur, il est censé intervenir avant que vous ayez au tribunal. Donc c'est là qu'il faut que vous le mettiez. Et puis là, vous pouvez rajouter le lien européen également. C'est une bonne idée de le mettre. Euh, quoi? J'ai pas compris le lien quoi? le lien européen Ah, obligatoire sur la médiation européenne d'accord, qui est sorti à la fin de l'année. d'accord. Voilà. En gros, vous avez à peu près ce qui rentre dans les conditions générales de vente. Euh, je- ne prenez pas les conditions générales de vente comme quelque chose qui vous enferme, mais c'est plutôt quelque chose qui vous libère. C'est-à-dire que les conditions générales de vente, elles sont faites pour vous protéger, vous. Il faut que vous les voyez comme ça. Le plus vous êtes précis dans vos conditions générales de vente et que vous prévoyez les cas de problématiques qui peuvent vous arriver, le plus vous pouvez vous sentir protégé, vous pouvez vous débarrasser de choses qui sont inutiles dans votre charge mentale, en sachant que, ben oui,
la loi de la statistique, la loi des statistiques font que vous pouvez tomber sur des gens qui sont extrêmement procéduriers ou des gens qui ont une problématique mentale dans laquelle la procédure est importante ou voilà. Donc c'est fait pour ça. C'est pas fait pour vous emprisonner, c'est fait pour vous rendre plus libre. Est-ce que vous avez des questions là-dessus en particulier? Bon, Qui peuvent, faire des factures à chaque. oui. Moi, je fais partie de ceux qui faisaient facture uniquement sur demande du patient. Sébastien, tu peux le faire, mais tu ne l'écris pas D'accord. dans un premier temps. Alors, ce que tu risques, c'est un contrôle où on te demande tes factures. Bon, ça, c'est un risque de contrôle fiscal ou d'un contrôle social, mais c'est un risque que tu décides de prendre ou de ne pas prendre. Par contre, tu n'écris pas que la facture peut être délivrée sur demande. D'accord. Tu n'écris pas. D'accord. Mais je t'enjoins quand même, le jour où tu débordes de monde, c'est tout ce que je te souhaite, que tu refuses du monde tellement tu as de place, ça va entraîner de la jalousie. Et la jalousie, c'est le cabinet du médecin, le cabinet d'infirmière, l'ostéopathe et machin, etc. Et la plupart des contrôles se font sur dénonciation. Donc, peut-être qu'au début, tu peux trouver que bon, tu t'en fiches un petit peu parce que tu n'as pas beaucoup de monde et puis que voilà. Mais Je comprends. il faudrait que tu trouves un moyen de pouvoir éditer des factures sans que ça soit trop chronophage, soit au travers d'un facturier papier. Tu fais tes factures et puis si les gens ne les veulent pas, tu les laisses sur les souches. Je fasse comme dit Laurent, c'est de faire un petit Excel qui est un truc Oui, où il y a tout ton masque et puis ben, tu sors tes factures, tu les ranges dans un dossier. Oui, c'est fastidieux, mais tu es sûr de ne pas te faire emmerder, quoi. Ok, d'accord. Alors, pour information, quand on avait fait comment dire, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus, Delphine nous avait fait une visioconférence sur justement comment dire, tout ce qui était aspect légal, facture et compagnie. Moi, j'avais mis à disposition mon petit fichier Excel qu'il suffit de modifier avec ses informations personnelles. Et donc, moi, j'ai toujours le masque. Alors, il est daté de 2022, mais il peut être, ou 2021, je ne sais plus, mais il peut être modifiable facilement. Et donc, ceux qui le souhaitent, je peux vous les mettre à disposition et vous n'avez plus qu'à rajouter vos informations personnelles et il se fait tout seul quasi. Super. Merci Laurence. Oui, Et même sur Excel, merci si Laurent. vous êtes un petit peu, vous pouvez même avoir des numéros de facture qui s'incrémentent automatiquement. Alors, moi, c'est le cas. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je mets l'année 2024 et il me génère automatiquement 2024-001, 2024-002, 2024-003. Eh ben voilà. C'est quoi cette formule d'Excel, là? Je ne connais pas. Alors moi, je l'avais trouvé à la base. Alors c'est un truc que j'ai acheté, mais ça coûte pas très cher. J'avais trouvé ça il y a 5-6 ans à peu près, un truc qui était fichier Excel pour les auto-entrepreneurs. Donc il y avait différents trucs, il y avait les genèses de factures, etc., etc. Et puis, eh ben, il se trouve que ma maman connaît bien Excel, puisqu'elle est comptable et donc elle m'a recréé un fichier à partir de ça, enfin 2 fichiers en réalité. C'est-à-dire que moi j'ai un fichier facturier et un fichier recettes dépenses qui me calcule directement ben, tout ce que j'ai besoin de savoir. Et donc quand je fais ma déclaration URSSAF, j'ai juste à recopier mes chiffres et puis voilà, ça me simplifie la vie sur tout ce qui est l'aspect comptabilité derrière. Donc voilà. D'accord. Super. Merci Bon, bien. déjà, si vous avez un masque qui s'incrémente, c'est déjà le top. Et puis alors Excel, en fait, on peut faire énormément de choses avec Excel, mais en fait, il faut se former parce que c'est extrêmement riche et extrêmement compliqué. Donc,
Voilà. Mais c'est compliqué on peut aller jusqu'à un certain point tout seul, mais après, ça demande vraiment quelqu'un qui l'enseigne, parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ce tableur, en fait. Mais bon. J'ai une autre question, plus Oui. pour revenir par rapport à ce qu'on avait déjà parlé au tout début, les termes médicaux qu'on utilise sur nos sites Ah, Internet. oui. J'ai eu une idée, entre guillemets. Si je reprends, et j'ai une page Google My Business, les gens me laissent des avis dessus. Par exemple, s'ils marquent Sébastien m'a aidé à me soulager de mon lumbago. C'est pas moi Mm. qui l'ai dit, c'est la personne qui l'a dit sur un avis Google. Si Mm. ça, j'ai un outil sur mon site qui permet de pouvoir partager les avis Google sur la page de mon site. Si je publie sur mon site, est-ce que est-ce que je joue un peu sur le truc ou c'est pas moi qui l'ai dit? Est-ce qu'il y a Alors, mais moi j'ai la même chose, hein, que toi, hein. Sur mon site, j'ai les avis des gens, effectivement. Alors, comme le sait Delia, moi je fais des notations de 0 à 5 sur le risque pris. OK? Euh, alors oui, c'est pas toi qui l'écris, mais c'est toi qui t'en sers. Oui, mais Donc, c'était un peu le but, bon, moi je prends totalement. ce risque-là aussi. Euh, le risque, il est de 2 sur 5 parce que ce qu'on peut te dire, c'est que oui, c'est pas toi qui les as écrits, ces avis, mais tu t'en sers et que tu t'en sers sciemment et que ces avis pourraient euh, mettre le doute dans l'esprit d'un consommateur qui pourrait confondre euh, ce que tu fais avec une profession médicale. Mais Ouais, encore une fois, euh, ça passe. C'est bon. c'est Pour ça. moi, ça passe dans ma vision. C'est-à-dire ce qu'il faudrait peut-être éviter de faire, c'est de prendre le truc, tu vois, de prendre un avis, de le sortir, de le mettre en gros sur ta première page, Oui. euh, parce que ça, c'est de la trappe, tu vois. Hmm. Après, si c'est pas tout de suite en première page, ou s'il faut que tu cliques pour aller sur la page sur laquelle il y a tes avis, c'est moins dangereux. Mais c'est dangereux quand même. Je comprends. Je m'en doutais. Voilà. Je m'en doutais. Voilà. Vu ce qu'on avait travaillé ensemble, je me doutais que c'était pas totalement anodin, mais je me suis dit, ouah, ça me paraît pas trop malsain. C'est là qu'il faut que tu fasses des concessions avec. Hmm. Voilà. Mais voilà, c'est pas dénué de risque, mais c'est pas non plus 100% de risque. Oui. Après, si on voulait être dénué de risque, il faudrait trier dans les avis et mettre que ceux qui n'ont pas précisé. Oui, mais et ça pas, ouais. Sauf que là, franchement, là, c'est contre-productif par rapport à ce que tu cherches Bien sûr, exactement. comme Ce que je remplissage. Donc, m'aperçois le plus, c'est qu'effectivement, les gens s'identifient aux avis et disent, ah ben tiens, c'est ça. il avait Ben, ça comme pathologie, il allait le voir, il en est content, j'ai pareil, j'y vais, quoi. C'est ouais, exactement ça. mais c'est exactement ça, mais c'est exactement ça qu'on peut te reprocher dans, dans l'histoire. Mais J'ai bon, compris. tout ce que tu risques, c'est qu'on te demande de les supprimer. Donc, pour l'instant, laisse donc faire, on va Ok. dire. Parfait, merci. Bon, il nous reste 25 minutes, donc j'aimerais introduire le sujet suivant, qui est le RGPD. Déjà, vous donnez les idées générales et puis ensuite on verra, parce que c'est un peu tordu, hein. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est waouh. Bref, alors, le règlement général de la protection des données, comme disait Laurence tout à l'heure, date de 2016. C'est un règlement européen qui est rentré en fonctionnement en 2018. Il est en vigueur en 2018 et il s'applique de manière directe et uniforme sur l'ensemble du territoire européen. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et que ce n'est pas une option, c'est une obligation légale pour toutes les entreprises. Et auto-entrepreneur, c'est entrepreneur individuel. Donc, entrepreneur, c'est une entreprise.
Donc, vous êtes censés, tous, moi compris, vous conformer à ce règlement et c'est absolument pas optionnel. Bon. L'organisme qui contrôle que le RGPD est en place dans votre structure, c'est donc la CNIL que vous connaissez, qui est le seul organisme qui est apte à contrôler si vous êtes dans les clous ou pas dans les clous. Et pour cela, elle s'appuie sur un certain nombre de documents. Le plus connu s'appelle le registre des traitements, dont que je vais vous envoyer plus tard, si on arrive. En tout cas, je l'ai. Non, je vais vous le mettre tout de suite dans le. Alors, attends, comment je fais ça? Je vais le mettre dans le chat. Si j'y arrive. Je ferme ça. Excusez-moi. Alors, le registre des traitements, ça semble compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué à remplir et ça vaut le coup de se mettre dessus. Alors, où est-ce que je l'ai mis, cette histoire? C'est un dossier, c'est un truc Excel. C'est un dossier Excel que je vous envoie. Où est-ce que je vous... Non, je vais faire autrement. Excusez. Je vous envoie un lien qui vous servira, qu'on discutera ensemble d'ailleurs. Ici. Ah, je deviens lent. Toc. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur ce lien, je vous montre ce que vous allez voir. Euh, Tchoc. Ça serait bien que je fasse les bonnes manœuvres. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Mais, tchoc. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir le partager. Partager l'écran ici. Donc, c'est un document de la CNIL. Le registre des activités de traitement permet de recenser vos traitements de données et disposer d'une vue d'ensemble de ce que vous faites avec les données personnelles. Donc là, ce qu'on va traiter, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et puis, ce qui va vous intéresser, c'est les dispositions pour les organismes de moins de 250 salariés, ça qu'on va y venir. Mais surtout, vous avez un modèle de registre simplifié que vous pourrez télécharger, qui est au format Excel, avec un exemple de qu'est-ce qu'on met dans ce fichier. C'est super simple à remplir, parce qu'on n'a pas une activité compliquée. Mais si vous l'avez rempli et que vous avez ce modèle prêt à être montré à un contrôle, là, vous êtes déjà super dans les clous. Donc, maintenant, vous irez voir, mais je commence par le commencement parce que ça sera plus simple. Ça va, vous avez accès au site, tout ça? Bon. Donc, je ferme le partage, je reviens. Alors, donc, dans le RGPD, il y a l'histoire des données personnelles. Déjà, qu'est-ce que c'est une donnée personnelle? Alors, on dit qu'une donnée personnelle peut être directe. Elle peut être une personne peut vous donner directement des données personnelles ou indirectement des données personnelles. Directement, c'est nom, prénom. D'accord? Indirectement, ça peut être une photo. Ça peut être un élément lié à l'aspect physique de la personne. Ça peut être un numéro de téléphone. Donc,
Les données personnelles, c'est l'agrégation de nom, prénom, mais aussi d'autres caractéristiques que sont un numéro de téléphone. Vous pouvez très bien retrouver quelqu'un à partir d'un numéro de téléphone sans avoir son nom dans l'annuaire inversé, par exemple. D'accord? Donc, nous, en ce qui nous concerne, parce que je vais tout de suite vous dire, nous, qu'est-ce qui nous intéresse, en règle générale, nous, les données personnelles que on va manipuler, ce sont le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail et potentiellement hein, l'adresse postale. C'est pas obligatoire, hein. Mais en tout cas, nom, prénom et numéro de téléphone, c'est quand même le minimum. OK? Donc, ces données-là, ben, ce sont des données personnelles. Après, il y a d'autres données personnelles qui sont dites sensibles, qui vont nécessiter une protection supplémentaire. Donc, bien évidemment, dedans, vous avez les préférences sexuelles, les croyances religieuses et les données de santé. Donc, ce que je vous conseille, c'est faites très attention avec les notes que vous prenez sur les données de santé et sur ce que vous faites pendant vos anamnèses ou autrement parlé, sur votre questionnement. Si vous prenez des notes devant votre patient client, il sait que vous avez pris des notes concernant des données sensibles. Si vous le faites hors champ, c'est-à-dire pas devant lui, il ne le sait pas, potentiellement. D'accord? Il serait mieux, je sais que vous faites probablement différemment, mais moi, je vous conseillerais de faire travailler votre mémoire et de ne prendre aucune note devant votre patient client. De même, je vous conseillerais de ne pas faire remplir, après c'est votre liberté, hein, de ne pas faire remplir de questionnaires de, entre guillemets, de santé ou de choses. Parce que là, vous vous mettez dans un système qui va devenir compliqué au niveau du RGPD parce que les données que vous... Autant le nom, le prénom, le numéro de téléphone, c'est une donnée non sensible, autant eh ben, tout ce que vous notez sur la vie, la santé des personnes qui viennent vous voir, ça devient une donnée sensible et ça veut dire que ça va compliquer votre traitement RGPD de manière importante parce qu'il va falloir que vous prouviez que ces données sont bien protégées, que vous les mettez régulièrement à jour et que vous vous en débarrassez régulièrement. Donc, je ne vous propose pas de ne pas prendre de notes, mais je vous propose de penser à un moyen de ne pas le faire de manière visible devant votre patient client. Moi, j'avais un ancien enseignant, un praticien et enseignant en sophro. Il faisait tout à l'informatique pour ce qui était nom, prénom, données non sensibles, et il faisait des petites fiches papier que lui seul savait pour tout ce qui était données de santé et données sensibles, pour éviter parce que dans un contrôle, hein, votre ordinateur peut être saisi. Hein. Vos fiches papier, non, c'est plus difficile. Hein. Donc, Excuse-moi, et si dans l'ordinateur, il y a un modèle de fiche, justement, un modèle de fiche avec tout un tas de choses à remplir, enfin, c'est pas rempli, c'est juste le modèle, avec évidemment tout le passé de santé du client. On peut imaginer que si l'ordinateur est saisi, on va demander, et ça, là, vous le faites remplir, vous le remplissez ou vous avez un modèle? c'est Voilà. sûr. C'est Alors, ça.
Encore une fois, mon rôle, oui, c'est un risque. Alors, encore une fois, mon rôle là, c'est pas de vous faire peur, mais c'est d'aller chercher la petite bête des trucs. Il est absolument fort peu probable que vous intéressiez la CNIL à titre individuel par rapport à votre patientèle. Mais bon, comme c'est une loi qui s'impose et qu'elle est légale et qu'elle s'impose à tous, je vous en donne les tenants et les aboutissants et D'accord. les risques potentiels. Voilà. Ok. Donc, oui, c'est un risque potentiel. Mais on peut bien Euh, on peut bien les hein. stocker, les données sensibles de santé. Il faut juste pouvoir les protéger et être capable de les supprimer soi-même. Parce que Euh, moi, par exemple, je sais que les noms, prénoms, téléphones, ça, c'est quelque chose qui est en ligne parce que ça passe par mon site internet, c'est récolté en ligne, comme tu dis. Donc ça, c'est les données non sensibles qui sont en ligne. Et par contre, les données sensibles, c'est-à-dire de santé sur mes prises de notes, ne sont pas sur mes fichiers en ligne, c'est sur des fichiers en local, sur un serveur que j'ai chez moi hébergé en local, où Ah j'ai oui, une sauvegarde locale qui se fait automatiquement. mais Et ça, j'ai fait volontairement, si tu veux, un lien entre mais c'est la partie bien. sensible et Mais non sensible pour ça, il va pouvoir falloir que tu le avoir la main décrives. sur la partie sensible et qu'elle soit pas chez un prestataire, tu vois. Mais ça, c'est bien. Quand je dis c'est plus compliqué, bah, ça te demande un travail plus compliqué, mais dans ta fiche RGPD, tu vas devoir décrire ce que tu mets en place D'accord. de manière claire pour que la sécurité de ces données soit assurée. Il va falloir que tu décrives quel est le process par lequel tu permets à une personne d'avoir accès à ces données, de pouvoir les modifier ou de pouvoir les supprimer. Ok. Voilà. Il et faut que tu décrives. j'y verrais une autre problématique, c'est que pour les données sensibles, on est censé recueillir le consentement de la personne. Absolument. Et donc, le consentement, il faut le matérialiser. Et ça, c'est Oui. encore une autre histoire, hein. C'est Mm. compliqué, ça. Mm. Et on est Et censé demander officiellement au client de remplir une fiche en disant je consens à transmettre les données de santé, etc. C'est pour ça qu'on Ah, m'avait dit que valait mieux le faire justement devant la personne plutôt que le faire dans son dos, parce qu'au moins la personne, elle sait que tu prends ses données personnelles. dans ce cas-là, oui, mais sensible, On m'avait c'est pas conseillé de sensible. le faire plutôt devant la personne. Ça, c'était l'inverse de ce que tu disais, où on m'avait dit si tu récoltes les données, que tu les stockes chez toi sur ton PC, vaut mieux que tu le fasses devant lui, au moins il le sait que tu les as et que s'il a quelque chose, après, il peut te demander de les supprimer, plutôt que tu le fasses dans son dos, parce que là, il pourrait se retourner contre toi que tu as. Non, absolument. moi, je le voyais comme ça. Vous avez les deux raisons, mais néanmoins, il est obligatoire de demander un consentement préalable de ces données personnelles. Et en plus, il faut que ça soit fait, il faut que ça soit matérialisé. Donc, il faut qu'il y ait une acceptation qui est soit une signature, soit une case que l'on coche dans un cas comme un autre. Alors, euh, mon discours était le suivant. Soit vous faites comme ce que tu fais, Sébastien, auquel cas, effectivement, il faut le faire devant le client, mais il va falloir trouver un moyen de La première séance, il matérialiser. faudrait que je lui fasse accepter le fait que je garde Oui, ses données et lui expliquer comment elles sont stockées, comment elles peuvent être supprimées à sa c'est demande, ça. etc. Mais c'est là-dessus où on va venir parce que ça doit intervenir dans la fiche RGPD dans le formulaire de traitement que je vous ai envoyé. Eh ben, vous allez voir dans les onglets, eh ben, vous devez décrire justement quel type de données, pourquoi, à quoi elles servent. Voilà. Et comment l'acceptation est donnée, etc., etc. Donc, effectivement, si vous voulez le faire de cette manière-là, ce que je disais simplement, c'est que ça va vous demander plus de travail, plus de contraintes, et c'est très bien si c'est votre choix, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a aucun souci, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas de cette contrainte et si vous ne voulez pas de ce travail, eh bien là, je vous conseille de ne pas prendre de notes en face de votre client. Mais ça, c'est votre choix personnel. Je veux dire, euh, OK? Par exemple, moi, euh, j'ai une plateforme de prise de rendez-vous et puis dans cette plateforme, en tant que praticien shiatsu, ils nous ont construit diagnostic des points You par client. Diagnostic.you, point beau, prise des poux, diagnostic du hara, machin, etc. Moi, je ne l'utilise jamais.
Parce que ça pose deux problèmes. Un problème par rapport à moi. Deux, un problème de où ces données sont stockées et hébergées. Parce qu'en plus, dans le RGPD, vous devez encore aller plus loin si les données de votre site Internet sont hébergées en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire, par exemple, si vous mettez sur votre site un Google Analytics, eh ben Google Analytics, c'est en dehors de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que vos données sont traitées en dehors de l'Union. Donc, ça pose encore d'autres problèmes. Alors, vous pouvez décider de faire face à ces problèmes et de les décrire et d'expliquer comment est-ce que vous faites. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que soit vous décidez de mettre le pied dedans et là, ça va vous demander un petit peu de temps régulier pour expliquer, dire, expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leurs données personnelles et où elles sont. Voilà. Soit vous décidez de ne pas le faire, ce qui est aussi un choix possible. Et à ce moment-là, ben, les notes, vous les rentrez pas sur un ordinateur. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Mais une fois que c'est fait qu'une seule fois. Je veux dire, comme moi, bon, alors, je suis peut-être Oui, pas oui, oui. encore dans les clous, mais je veux dire, il faudra que je le formalise de manière comme il faut, que ça soit bien coché. J'accepte ci, j'accepte ça, les conditions générales de vente, et que les données soient Et, affichées. et en ce qui te Et du moment que les concerne, règles du jeu sont affichées, on est oui, dans, oui. on peut pas nous le En, reprocher, je veux dire. en ce qui te concerne toi, par exemple, je te conseille de remplir, ben, de remplir le formulaire de traitement parce que justement, il va décrire tout ce dont on parle va être décrit dedans. Hein. J'ai une avocate là, qui m'avait fait un petit paragraphe justement RGPD où clairement elle m'avait dit aussi de pas trop aller gratter dans le détail et de simplement dire que les données pouvaient être supprimées, modifiées en me Ouais. contactant moi par mon joignable sur telle adresse mail. Elle m'avait dit moins tu mets d'infos, moins tu es attaquable. Donc c'est vrai qu'elle m'avait fait un petit paragraphe type. Elle a Tu peux raison. partager si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Elle a raison. Mais comme toi, déjà, tu stockes des données sensibles. Hmm. Enfin, voilà. Après, c'est toujours, encore une fois, je vous explique les tenants, les aboutissants, et puis après, les gens croient que le RGPD, c'est juste les cookies sur un site. Non, c'est pas juste les cookies sur un site. D'accord? On va en reparler des cookies. Mais bah, c'est des questions qui sont légitimes. Voilà. Euh, par contre, comme je disais, il est très fort peu probable que vous vous fassiez contrôler. Mais si vous avez un contrôle de la CNIL va demander plus que le paragraphe dont tu me parles. C'est ça l'idée derrière, tu vois. Oui. Euh, bon, et puis, encore une fois, c'est une décision que vous prenez vous-même. Mais moi, mon but, c'est de vous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire derrière, quelles sont vos options, et après, vous choisissez ce que vous voulez faire ou vous voulez pas faire. Il me reste, oui. Ouais. Après, je pense que c'est pas très long. Enfin, moi, j'ai fait le choix de n'avoir que des copies papier, de ne rien mettre sur Internet pour des raisons justement pour éviter si jamais je me fais voler mon ordinateur ou quoi ou qu'est-ce. Et je fais signer systématiquement un petit consentement RGPD à chaque personne qui vient me voir pour la première fois. Où j'explique que effectivement, j'ai que les données sensibles sur papier et qu'elles sont dans un lieu sécurisé et que je ne les mets pas sur Voilà. Internet et qu'ils peuvent les récupérer. Et les personnes les signent, et moi, c'est dans les dossiers de chacun de mes clients. J'ai ce papier-là que j'ai fait signer une fois à la première séance où j'ai vu les personnes. C'est pas très long. La plupart du temps, ils lisent pas. Moi, je leur dis à l'oral, je leur fais un bref résumé à l'oral de ce qu'il y a à savoir. Et puis ça va vite. Enfin, je veux dire, c'est une petite précaution. euh, Ça permet, voilà. OK. Question, Oui. je crois qu'on a l'obligation de tenir un agenda qui consigne tous les rendez-vous qu'on prend. Le fait de dire que telle personne, nom, prénom, vient à telle heure, tel jour, est-ce que c'est une information sensible, non sensible? Non, c'est non sensible. Non sensible. Le sensible, c'est ce que je t'ai dit avant, c'est donc toutes les données de Référence santé. sexuelle, religieuse et santé. Exactement. Données sensibles, c'est ça. Hein. Euh, alors, dans les 3 minutes qui me restent, pour être à l'heure, la prochaine fois, on verra dans le détail
Qu'est-ce qui vous oblige à respecter le RGPD? Ce qui vous oblige, c'est il pourrait y avoir plusieurs raisons. Par exemple, une raison légale. Quand vous allez à l'hôpital, ben l'hôpital vous enregistre dans un fichier, c'est obligatoire. Donc ça peut être une raison légale. Si vous signez un contrat avec quelqu'un, là je parle d'un contrat signé, ben les données personnelles, elles s'imposent à vous de par le contrat que vous signez. En ce qui nous concerne, nous, c'est parce qu'on a obtenu le consentement de la personne pour récolter ces données que le RGPD s'applique. C'est-à-dire que la première chose que l'on fait, quand vous avez un formulaire, par exemple, d'information que vous envoyez, c'est de faire cocher la case que la personne accepte de donner, enfin, qu'on gère des données qui lui sont personnelles. C'est le préalable. Le préalable, c'est ça. Ou si vous avez un secrétariat, eh ben, le préalable, c'est ben, oui, vous êtes monsieur, madame, numéro de téléphone, et puis ensuite, il y a prise de rendez-vous. Donc, il y a un consentement préalable en ce qui nous concerne, dont on a déjà parlé, la fameuse case qu'on coche. Hein. Mais toujours pareil, c'est la case à cocher, c'est pas le fait de remplir. Parce que moi, j'ai eu le cas justement de gens qui prennent directement rendez-vous en ligne, donc ils saisissent le formulaire. Et à l'inverse, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, je vous appelle parce que je ne souhaite pas mettre mes données sur un ordinateur. Et donc là, j'ai bien senti la personne qu'elle était réfractaire à ce que ces données soient en version informatique. Donc elle, je vais garder uniquement sur papier. J'ai dit, oula, elle souhaite pas, en plus, elle l'a exprimé et elle m'a appelé par téléphone parce qu'elle voulait pas remplir le formulaire sur le site. Donc là, je me suis dit, effectivement, elle, je la traite à côté parce qu'elle l'exprime. Eh ben, il faut que tu le décrives, ce cas-là. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que dans la description de ton process RGPD, tu as un cas qui est le cas classique qui se remplit, et tu as un autre cas qui est, eh ben, la personne préfère ne pas, voilà, et il faut que tu le décrives. En fait, il faut que tu décrives tous les cas possibles. Mais je vais avoir le même problème, c'est que moi, je considère que du moment que la personne elle a saisi ces informations en ligne, elle l'accepte, mais non, il faudrait que je fasse cocher quelque chose. Ouais, il faut que l'acceptation soit expresse. Et ça veut dire que la case doit être cochée, comme celle que je t'ai montrée tout à l'heure. Ouais, j'ai bien compris. Ça, c'est Et obligatoire. je voulais que tu me confirmes que j'étais pas dans les clous. Je te remercie. Elle est obligatoire, la case. Ça, on peut te le reprocher par contre. Parce que il faut que la personne, c'est comme une signature. La personne accepte et il faut qu'elle le matérialise. Voilà. Il y a matérialisation avec la case à cocher. C'est bizarre que les plateformes ne le mettent pas en place d'ailleurs. Ah ouais, normalement, bah, il faudrait que tu fasses un mail à ta plateforme ou ton hébergeur, parce que normalement, cette case, moi, je suis chez Ionos, ça existe, chez Wix, pas forcément, mais il faut la réclamer, c'est obligatoire. D'accord. C'est pas très compliqué à mettre en place, mais là, avec le RGPD, cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité qui est primordiale parce qu'il n'y a pas d'autre moyen au travers d'un site Internet et d'un formulaire à remplir qu'une case qui se coche. Donc, faut râler. Ok, parfait. Merci. Donc, je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. On finira ça dans le détail pragmatique la prochaine fois. C'est pas si compliqué que ça. On va voir les rubriques qui doivent être traitées. Et au travers du lien que je vous ai envoyé, vous avez déjà les rubriques qui doivent être traitées et vous avez déjà le masque du registre que vous pouvez remplir. Et vous avez un exemple rempli avec une société fictive qui vend je ne sais pas quoi. Enfin bon, vous verrez. Hein. Mais on en parlera la prochaine fois, qui est le 15 mai, si je ne m'abuse. C'est ça. Et Laurence, tu peux partager ton fichier Excel alors? Oui, bah vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie. Super. Et puis on se retrouve pour ceux qui le souhaitent pour faire une petite visio individuelle où je vous explique tout ce qu'il y a à changer et comment on le change d'une année sur l'autre. Quel service!
Ah ouais. Bien. Ok. Merci Laurence. Des Cinq cadeaux, étoiles. des Laurence. cadeaux. Bon, alors je vous souhaite un bon 1er mai et puis je vous dis au 15 pour notre rencontre, on va dire, finale sur ce point. Et puis, bah, à plus. Merci Jean-Marc. Merci Salut, Laurence. salut. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée. tous. Salut, Au revoir. salut. Salut. J'arrive à partir. Oui, je vais y arriver. Enfin, salut.